Sais-tu qu'il existe des ateliers d'improvisation théâtrale dans le monde du design? Il y a plusieurs années, Marine Aubert et son équipe ont créé et mis en place ce type d'atelier au sein de leur team design pour que chacun puisse s'entraîner face à des situations complexes et réelles dans un cadre bienveillant. Dans cet épisode, on va donc parler d'improvisation, de communication entre les uns et les autres et d'intelligence émotionnelle. Au cours de l'épisode, Marine te décrira comment ces ateliers sont mis en place, quels thèmes on y aborde, qui peut y participer et comment. Et à la fin de l'épisode, elle te fera un Rex sur un atelier qui s'est déroulé aux UX Days de Fluppa. Alors écoute bien cet épisode jusqu'à la fin, car je pense que tu vas être très intéressé. Savoir, c'est bien, tout savoir, c'est mieux. Avec Design Plus, je te propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont te permettre de développer tes connaissances et d'apprendre. Bonne écoute! Avant de débuter, je voudrais te parler d'un produit que tu connais sûrement, qui est FigJam, le tableau blanc pour les équipes lancé par Figma. FigJam a changé et aujourd'hui, il intègre une AI, une intelligence artificielle. FigJam AI t'aide instantanément à visualiser tes idées. Il te suggère les bonnes pratiques et automatise les tâches répétitives. Avec FigJam AI, tu peux générer des templates pour les réunions d'équipe hebdomadaires, les brainstorming et les rétrospectives, ou bien organiser tes projets avec des plannings visuels et des organigrammes, et tout ça depuis une simple invite. Dans FigJam AI, tu peux utiliser un prompt préprogrammé ou bien écrire le tien. FigJam AI t'aide aussi à gérer tes notes. Tu peux les trier rapidement par groupe afin de perdre moins de temps à tout organiser manuellement et donc à gagner du temps pour développer tes grandes idées. FigJam AI résume tes notes pour toi. Tu visualises clairement tes points clés et les étapes à venir en résumant les notes en un seul clic. Et tu peux même générer un lien rapide pour partager le résumé. Enfin, tu peux doubler FigJam avec la puissance de ChatGPT. Utilise Jambot pour réfléchir à tes idées, briser la glace ou même coder tes designs. FigJam AI est actuellement en version bêta et il est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs ayant un compte Figma professionnel, Figma organisation ou bien un forfait entreprise. Inscris-toi à FigJam dès aujourd'hui en utilisant le lien unique qui se trouve dans la description de cet épisode. Bonjour Marine, comment vas-tu? Bonjour Laurent, je vais très bien, je te remercie. Et toi, comment vas-tu? Eh ben, je te remercie, ça va très bien aussi. Alors aujourd'hui, nous sommes rassemblés tous les deux pour partager ton expérience sur l'improvisation au sein d'une équipe design. Et avant, est-ce que tu pourrais te présenter auprès de nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Sans surprise, comme tu l'as dit, je m'appelle Marine Aubert, je suis UX designer depuis 18 ans. Au niveau de mon cursus universitaire, j'ai un cursus universitaire qui à l'époque pouvait paraître un peu décousu, mais qui fait sens maintenant rétrospectivement parce que j'ai suivi les tendances et les nouveaux usages des utilisateurs. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mes études, j'avais l'intention de devenir graphiste papier. Donc j'ai fait une mise à niveau, art appliqué, et puis ensuite un BTS de communication visuelle. D'accord. Et à la fin de mon BTS, on commençait à avoir des graphistes qui faisaient des sites sur Internet, des sites en Flash, des CD-ROM. Et ça m'a pas mal attirée, donc j'ai enchaîné sur une licence professionnelle communication informatique et multimédia. Donc j'y ai étudié le code, la communication pendant 1 an.
Et ensuite, bon alors là j'ai été opportuniste, c'est-à-dire que malheureusement le 11 septembre est arrivé, il y avait plus du tout de job ouvert pour les jeunes diplômés. D'accord. Donc la seule issue pour tout le monde, c'était soit de faire un stage, soit de continuer ses études. Donc moi j'ai choisi la deuxième option. Et donc j'ai fait une maîtrise de communication politique internationale. Et j'en ai profité pour partir en Erasmus pendant 1 an en Irlande où j'ai fait un bachelor de multimédia. D'accord, donc très différent, quoi, finalement. Oui, rien à voir. Mais l'un dans l'autre, en fait, les opportunités ont fait de manière à ce que je suive des études que maintenant des UX designers suivent, où j'ai pu aborder aussi bien la communication visuelle que le code, que la communication, le marketing. Donc au final, sans le savoir, j'avais fait les études idéales pour être UX designer, D'accord. alors que ce métier n'existait pas. Du coup, c'est ce qui m'a permis, donc toutes ces études et les différentes choses que j'ai appris, ça m'a permis, dans mes premières expériences, de mettre en place des démarches de recherche et des tests utilisateurs, parce que obligatoirement, ce sont des choses qu'on apprend, par exemple en communication. Ma première expérience, c'était dans une start-up dans le courtage. Le hasard a fait que j'étais en DSI et que j'étais la seule web designer. Et donc j'ai appris au milieu de développeurs mon métier. Enfin, appris ou inventé, je ne saurais pas trop dire ce que j'ai fait à l'époque. Mais en tout cas, j'ai eu des développeurs qui m'ont fait la courte échelle en m'apprenant quelles étaient leurs contraintes techniques, qui m'ont appris aussi à tordre le cou aux contraintes pour créer des produits utiles, utilisables, utilisés. Et ils m'ont surtout beaucoup challengé et ils m'ont appris à faire des maquettes réalistes et intégrables. C'est ce qui m'a permis ensuite d'enchaîner sur une autre start-up dans la comparaison de prix, où là j'ai travaillé avec d'autres UX designers, donc j'ai appris qu'en fait j'avais un métier qui existait. Et j'ai appris, j'ai rencontré là-bas quelqu'un avec qui je travaille encore maintenant, Camilla Djejoc, qui elle avait fait des études en Suède du UX design et qui m'a beaucoup appris sur les protocoles de recherche, les protocoles de test utilisateur, l'A/B testing, des choses comme ça. D'accord. Donc dans ces startups, j'ai toujours été en minorité et toujours en DSI. Donc dans ce que certains appelleront un contexte pas obligatoirement aidant pour faire de l'UX design, mais j'ai appris à apprendre et à comprendre le métier des autres, à respecter et à faire respecter et à démocratiser le mien. Et j'ai dû aiguiser mon intelligence émotionnelle pour comprendre les freins, les motivations de mes interlocuteurs, la pression qu'ils pouvaient subir ou des choses comme ça. Et ça, c'était extrêmement intéressant. D'accord. Il y a 6 ans, j'ai voulu, 7 ans maintenant, pardon, j'ai voulu changer des startups, parce que ça faisait plus d'une décennie que je travaillais là-dedans, et j'ai voulu aller voir comment ça se passait dans un grand groupe. J'ai eu la chance de rencontrer Morgan Peng à la Société Générale. Son équipe avait déjà bonne réputation et j'ai décidé d'aller la rejoindre. J'étais la première senior recrutée à l'époque. Du coup, avec ce rôle de première senior est venu un rôle aussi de design educator, aussi bien au sein de notre équipe que au sein des autres métiers avec lesquels on travaille. Alors bien entendu, je continue à exercer mon métier du UX designer, évidemment, mais j'accompagne aussi d'autres métiers de la banque au design d'expérience. Ça aide notre équipe au quotidien, ça permet d'expliquer à chacun ce que c'est que le design. Ça on le sait tous les deux, que le design c'est un mode de pensée, c'est pas une étape dans un projet. Mais bon, ça aide beaucoup notre travail au quotidien. Et c'est aussi dans le cadre de ce poste de design éducateur que j'ai mis en place des ateliers d'improvisation théâtrale pour notre équipe, afin qu'on s'entraîne à des situations complexes
et réel dans un cadre bienveillant. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, on est réunis tous les deux pour parler d'improvisation et design. Et certaines et certains se diront, hein, quoi, comment, comment c'est possible ça? Eh bien oui, voilà. Et j'aimerais savoir pourquoi tu voulais en fait aborder ce sujet dans Design Plus, s'il te plaît. Accède à plus de 100 épisodes en illimité. Écoute tous les épisodes sans aucune coupure depuis 2019. Reçois des newsletters exclusives du podcast. Écoute les nouveaux épisodes avant le public. Participe à l'évolution du podcast. Viens poser tes questions durant les enregistrements. Pour bénéficier de tous ces avantages, rejoins maintenant la communauté premium de Design Plus. Pour cela, clique sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode pour t'abonner maintenant. Alors je voulais l'aborder parce que on utilise en ce moment, en termes de recrutement, des termes extrêmes qui commencent déjà à être érodés en termes de soft skills. On parle de bienveillance, de résilience, c'est quasiment devenu une mode. Or, bon, les soft skills dont les RH parlent, c'est presque un prérequis pour être UX designer. C'est-à-dire que il est nécessaire d'être patient, d'être à l'écoute, d'être compréhensif, d'avoir l'esprit d'équipe. Enfin, que des choses qui tombent un peu sous le sens de notre métier. Mais du coup, quand on parle de soft skills pour des UX designers, on parle de quoi? Ça, c'est une vraie question. Et puis, il y a quelque chose qui n'est pas enseigné à l'école et qui est extrêmement important dans nos métiers. Et ça, on le sait quand on a un peu, quand on s'est cassé le nez plusieurs fois ou quand on a un peu roulé notre bosse, c'est l'importance de l'intelligence émotionnelle dans nos métiers. Parce que ça, c'est vraiment pas enseigné en école, mais ce qui est compréhensible parce que c'est compliqué à expliquer. Il faut vraiment avoir des exemples pragmatiques pour pouvoir exercer son intelligence émotionnelle. Alors, quand je parle d'intelligence émotionnelle, je parle pas d'être empathique, je parle de détecter des signaux qui vont nous permettre de comprendre le comportement de nos homologues. Je vais juste citer Wikipédia pour bien resituer ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité pour un individu à percevoir, à comprendre, à maîtriser et à exprimer une émotion qui lui est propre et à distinguer et décoder une émotion chez l'autre. Et c'est ça qu'on exerce dans le théâtre d'impro. D'accord. tel qu'on le pratique, nous, dans notre équipe à la Société Générale. Donc, avec l'improvisation, on n'apprend pas l'intelligence émotionnelle, mais on la pratique. Et on pratique des compétences socio-émotionnelles qu'on a tendance à tous oublier dans le feu de l'action. Ce qu'on exerce dans l'impro, c'est on exerce notre capacité à écouter les gens, à lire entre les lignes de leur comportement, l'un dans l'autre presque à lire derrière leur esprit, parce que grosso modo, ce qu'on sait, c'est que ce que le corps des gens exprime, parfois leur petit tic lors d'un meeting, en dit presque plus que ce qu'ils verbalisent, et même parfois ce qu'ils verbalisent n'est pas du tout en accord avec ce que leur corps dit. Ça, c'est un peu plus difficile à détecter maintenant qu'on est un peu en remote, mais ça se ressent aussi dans la respiration ou dans les intonations ou dans le flux de parole. Je sens venir ta prochaine question, c'est comment j'en suis venue à faire un atelier de théâtre d'impro, peut-être. Oui, tout à fait, voilà. En fait, comment j'ai eu cette idée? Alors, faut que je refasse un peu l'histoire. C'est quand j'ai décidé de passer de la start-up au grand groupe. Il y avait quelque chose que j'avais pas obligatoirement appréhendé. C'était la différence de communication entre une start-up et un grand groupe. En start-up, les gens sont plus jeunes. Il y a plus de place pour les émotions, on peut s'énerver plus rapidement, on peut dire très clairement ce qu'on ressent ou ce qu'on pense d'une situation. Je dis pas que c'est bien, je dis juste que c'est ce que j'ai pu observer il y a plusieurs années. Dans un grand groupe, c'est plus policé.
Évidemment, je vais surprendre personne quand je dis ça, hein. OK. En tout cas, c'est pas du tout le même mode de communication dans un grand groupe. Alors moi, quand je suis arrivée à la Société Générale, moi, j'étais déjà suffisamment expérimentée, ça m'a pas posé de soucis. Parce qu'en plus, j'avais appris en start-up, justement à composer et à comprendre, les priorités, les problématiques des autres et à être empathique vis-à-vis de leur stress et de leur pression. Je me suis quand même demandé comment j'aurais réagi plus jeune. Pour ma part, en tout cas, j'étais pas persuadée que ça aurait été aussi facile qu'avec l'expérience que j'avais. Mmh. Euh, bon, je te l'ai dit, j'ai été la première senior recrutée dans l'équipe. À l'époque, notre équipe était plus petite, plus jeune aussi, et venait avec mon statut le fait que j'allais accompagner des personnes plus jeunes, moins expérimentées dans leurs problématiques quotidiennes. Et en fait, avec Morgane, on s'est rendu compte que toutes les deux, chacune de notre côté, on faisait pas mal la même chose, c'est-à-dire à accompagner notre équipe sur du ressenti à la sortie d'un meeting, du ressenti à la lecture d'un email ou à la rédaction d'un email, à accompagner les gens en leur redonnant du contexte par rapport à ce que pouvaient ressentir les personnes qu'on avait en face pour mieux les comprendre, expliquer les sous-jacents, quoi. De type, bon là tu vois, c'est un consultant, il vient juste d'arriver, il veut faire bonne impression, donc il va respecter stricto sensus les directives qui lui ont été données, c'est normal. Et donc voilà quel comportement il faudrait que tu adoptes pour mieux l'accompagner et parvenir à tes fins, c'est-à-dire faire quelque chose qui ait du sens en termes d'expérience utilisateur. On pouvait aussi accompagner ou expliquer que par exemple, on travaillait avec un product owner, c'était sa première expérience avec un UX designer, il était obligé d'expliquer à sa direction pourquoi il avait une ligne en plus dans son planning, et rassurer tout le monde et lui donner les armes aussi pour qu'il explique à sa direction que être accompagné d'un UX designer allait pas lui faire perdre du temps, mais qu'au contraire, ça allait apporter au projet. Des Mmh. choses comme ça. D'accord. Quand on s'est rendu compte de ça avec Morgane, on s'est dit que il y avait peut-être un truc à faire puisque toutes les deux on accompagnait de la même manière et on s'est mis à réfléchir sur comment on pouvait mieux accompagner. On s'est dit que ce serait bien de faire une formation. Donc elle m'a demandé ce que j'en pensais et j'ai pas eu à réfléchir beaucoup avant de me dire qu'il fallait qu'on fasse de l'impro. D'accord. Alors déjà pour 2 raisons. La première, c'est que je fais partie de ce clan serré des amis pénibles qui vous obligent à chanter des chansons réécrites ou à faire des spectacles au mariage. C'est D'accord. complètement assumé. Et d'ailleurs, mes amis sont morts de rire et ça les étonne pas du tout que j'oblige mes collaborateurs à jouer et à faire des spectacles aussi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe! Putain, mais pénible jusqu'au bout, quoi. Mais l'autre raison, elle est plus pragmatique, hein, c'est qu'on était 2 dans l'équipe à faire du design d'impro. Moi, j'en avais fait en tant qu'actrice pendant des années. Et il y avait un membre de notre équipe qui s'appelle Mathieu Haro, qui lui était prof d'impro. Donc quand je lui ai D'accord. proposé l'idée, on s'est dit qu'on allait tenter le coup et qu'on allait essayer de faire quelque chose de pas mal. Donc on a un peu tordu le cou au système de l'improvisation parce qu'on fonctionne pas vraiment comme de la vraie impro. Mais voilà, on a trouvé ça rigolo en tout cas d'essayer de faire entrer notre passion dans notre métier et de faire jouer à nos collaborateurs, de les immerger dans des situations humainement compliquées dans le contexte professionnel. D'accord, ok. Donc voilà, tu as commencé à en parler sur le théâtre d'improvisation. Et maintenant, j'aimerais savoir pourquoi tu as commencé un peu à l'expliquer et surtout comment tu l'utilises au sein de l'équipe aujourd'hui, quoi. Alors, pourquoi on a commencé à l'utiliser? La manière dont on l'a vendu à l'équipe, c'était, on leur a demandé
qui ne s'était jamais posé de questions en sortant d'une réunion, en se disant: «Ah, j'aurais peut-être pas dû réagir comme ça» ou «J'aurais Mmh. plutôt dire ça» ou «Ah, j'ai pas utilisé les bons arguments», et en fait, on a fait un score de 100, c'est-à-dire qu'il y avait personne dans l'équipe à qui ça t'est jamais arrivé de se remettre en question en sortant d'un meeting. Ah ouais, c'est énorme en fait. Du moins, ça reste, c'est humain en fait aussi. Bah oui, effectivement, c'est humain, mais on a quand même moins tendance à ne pas avoir les bons arguments, quand on s'est entraîné. Mmh. Et du coup, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire que, d'ailleurs maintenant c'est un jeu au sein de l'équipe, c'est quand on sort d'une réunion super compliquée, ou quand on a rencontré une nouvelle situation complètement inédite. Maintenant, j'ai une chaîne sur Teams et j'ai des membres de l'équipe qui m'envoient des messages en me disant: «Attends, j'ai une bonne impro pour toi». Donc finalement, ça sert. Il y a aussi un effet cathartique là-dessus au sein de l'équipe, c'est que maintenant, on voit plus l'effet négatif de sortir d'un meeting un peu tendu. Maintenant, on voit le côté rigolo, c'est ah, je vais le faire subir à d'autres personnes, mais dans un cadre bienveillant. Bien sûr, oui. Du coup, mais c'est assez bien. J'aime bien. Parfois, il y a des membres de l'équipe qui m'appellent en me disant: «Ah, tu vois, c'était bien. Tu m'as entraîné à telle situation. Je viens de la vivre et là, j'ai eu les bons arguments». Donc ça, c'est chouette. En fait, dans ces ateliers d'impro, tout tourne autour de l'idée d'apprendre à accepter une situation et à construire avec, à écouter les gens, à lire entre les lignes et à surtout avoir déjà en main tous les arguments et toutes les techniques qui vont nous permettre de faire avancer le sujet dans le bon sens. Alors pas dans le bon sens uniquement pour nous, hein, Mmh, mmh, mmh. mais dans le bon sens pour le projet et pour nos interlocuteurs, pour les aider à baisser leur garde, et à devenir leurs meilleurs amis, dans le sens où tous les freins qu'ils peuvent avoir, toute la pression qu'ils peuvent ressentir, on va les rassurer sur et on va les aider à faire baisser tout ça pour se concentrer vraiment sur le projet et le bien-être de nos utilisateurs. Ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. C'est super intéressant, oui, tout à fait. D'accord. Vas-y, je te laisse continuer, pardon. Non, non, mais c'est un échange, hein. Donc le contexte dans lequel on fait nos impros, il est très simple, c'est qu'on a une chance formidable au sein de notre équipe, c'est qu'on a au moins 3 jours par an où on organise un événement d'équipe. Donc là, on est 18 designers. Dans notre équipe, on est pour moitié en France et pour moitié à Londres. Donc pendant ces 3 jours, on se retrouve tous ensemble et ces 3 jours qui sont dédiés à notre travail en tant que designer, nos outils, notre méthodologie, nos problématiques. Et c'est lors de ces meet-up qu'on pratique l'impro. D'accord, ok. Ce qu'on fait maintenant, c'est que, alors quand on fait nos meet-up et quand on les organise, chacun propose des sujets ou des questions à envisager et l'équipe vote pour les sujets veut traiter. Et parfois, il y a des sujets qui sont particulièrement Touchy ou ouais, propice. Mmh. propices à faire de l'improvisation parce que c'est des sujets. Enfin, si on fait un PowerPoint sur le sujet avec les bonnes pratiques, bon, tout le monde. Enfin, on sait tous que l'attention des gens, elle dépasse pas 20 minutes. Donc un PowerPoint d'1 heure avec bon bah alors si vous êtes dans ce cas-là, voilà les bonnes pratiques, ça va pas le faire. Du coup, l'improvisation, c'est un peu la pause ludique au milieu de sujets de réflexion, et puis c'est de la pratique directe plutôt qu'une liste à l'après-vert de bonnes pratiques, quoi. D'accord, ok. Et ce qui est drôle, c'est que non content de le faire pour nous, il y a la banque aussi qui nous a demandé de le faire au sein de la banque. Ah, d'accord. Donc on s'est retrouvés à faire jouer au sein du Digital Office, que nous on fait partie, enfin on fait partie d'une entité transverse à toute la banque qui est. Alors je vais pas trop expliquer, mais voilà, on est
tout un ensemble de personnes. On est plus de 100 personnes, développeurs, product owners, UX designers, data scientists, qui travaillons dans une même entité qui est transverse à toute la banque, et donc on voit passer tous les sujets et toutes les problématiques de la banque, et on développe des outils et des widgets mis à la disposition de toute la banque. D'accord. Qui permet de faire économiser. Enfin, on a mis en place une marketplace qui s'appelle SG Market, qui est un peu comme la marketplace de Google, où on a un SSO unique, etc. Bon, bref. Donc on avait un événement avec tous les membres de cette marketplace. Et on a fait un atelier d'impro où on entraînait tout le monde à être les porteurs de la voix, des bonnes pratiques et de la stratégie digitale de la banque. Ça a été assez intéressant parce que pour la première fois, on ne faisait pas jouer que des designers. C'était vraiment, enfin, on faisait jouer tous les différents métiers. Et pas que sur le rôle de designer. Donc chacun devait endosser les rôles des uns et des autres. C'était un peu un vie ma vie, c'était assez drôle. Et on a été jusqu'à faire jouer à notre big boss le rôle de quelqu'un qui était complètement opposé à sa propre stratégie. Très tordu, quoi. C'était complètement tordu, mais c'était hyper drôle parce que lui, il connaissait bien tous les arguments qu'ont les gens contre sa stratégie. Il était vraiment à contre-emploi et c'était extrêmement drôle. Alors ensuite, pour revenir sur le théâtre d'improvisation pour les designers par les designers, donc on approche plusieurs sujets. Donc le premier sujet, c'est celui qu'on fait jouer en conférence. C'était comment se positionner en tant qu'UX designer dans une équipe projet, soit qui ne croit pas en l'UX design, soit qui ne comprend pas ce que fait un UX designer. Donc des situations où on vient nous demander à faire des trucs jolis ou à apporter un effet waouh, où il n'y a pas de brief et c'est juste tu vas nous faire un truc génial parce qu'on a une idée formidable de faire un truc entre Pinterest et Facebook. Des situations qu'on connaît tous, quoi, en fait. Des situations qu'on a tous rencontrées, et le but là de cet atelier particulièrement, c'est de faire travailler les impacts de l'argumentaire pour être intégré dans une équipe projet. Donc ça, on l'a fait jouer à la Future London Academy, à l'UX Live, à la Flupa UX Day, à Paris Web, et dernièrement avec Hexagon UX. D'accord. Mais néanmoins, on fait pas que cet atelier-là au sein de notre équipe. Nous, on se diversifie, comme je te l'ai dit, en fait, en fonction des questions qui sont posées quand on prépare nos meet-up. On a pu faire différents trucs. Pendant le confinement, par exemple, on s'est entraîné à faire des tests utilisateurs à distance avec tous les biais cognitifs qu'on peut avoir. Là encore, j'ai une histoire assez drôle. C'est-à-dire quand on a fait cet atelier-là, on a fait un truc un peu tordu, c'est-à-dire qu'on a fait jouer une première situation où l'UX designer devait gérer des utilisateurs qui parlaient tous en même temps. L'horreur, mais on la connaît celle-là. Et ensuite, on a enchaîné sur une autre improvisation qui, sur le papier, sur le brief, était exactement la même, sauf qu'il y avait une subtilité, c'est qu'il y avait une personne timide qui parlait pas et qui allait pas parler tant qu'on lui donnait pas la parole. D'accord. Et donc là, on a fait un double truc, on a mis le deuxième improvisateur dans une situation où on l'avait complètement biaisé. Donc il est arrivé en donnant des règles de vie et de prise de parole très très strictes, et il était hyper concentré sur le fait de laisser, de vraiment coordonner la parole, mais il en a oublié de faire parler la personne qui parlait pas. D'accord. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui nous arrive en tant que designer, et ça aussi, il faut qu'on s'y confronte. C'est-à-dire qu'on peut avoir un test utilisateur à gérer, et ça va pas être le même que le test utilisateur qui suit, et on peut passer à côté de bons retours, mais juste parce que on a vécu une situation et on en a sorti des bonnes pratiques en se disant ouais, je vais faire ça comme ça. Puis en fait, on en oublie que il y a 7 personnes qui parlent alors qu'il y a 8 personnes connectées. D'accord.
Bon, bref, comme tu vois, on peut jouer plein de choses. On a fait aussi des ateliers d'impro sur les biais cognitifs, justement, pour essayer de s'en détacher. Mais vraiment, l'impro, c'est de rentrer. Ça fait vraiment partie intégrante de notre équipe, c'est vraiment dans notre ADN. À tel point maintenant aussi que pour moi, c'était devenu quasiment un prérequis qu'à chaque meet-up, on fasse de l'impro. Et puis au dernier meet-up, on m'a pas demandé d'organiser quoi que ce soit. Que je suis arrivée au meet-up un peu déçue, en disant bon bah ils en ont marre de mon idée, zut. Et en fait, je ne savais pas, mais il y avait eu un atelier d'impro clandestin qui avait été organisé sans moi. Et pour une fois, j'ai pu jouer. Et ça, c'était chouette aussi. C'était vraiment une bonne surprise. D'accord. Ah ouais, clandestin, carrément. C'est comme ça que moi je l'appelle, mais c'est pour te dire que, c'est chouette en fait de voir que ton idée a été, que les gens se sont appropriés ton idée. Parce que ça veut dire que, d'abord ça veut dire qu'elle était bonne, donc ça c'est chouette de faire ce constat-là. Et puis ça veut dire que c'est de rentrer dans les bonnes pratiques en fait. Ça veut dire que quand t'es plus nécessaire au bon déroulement du truc, ça veut dire que c'est rentrer vraiment en tant que bonne pratique et bon type de formation. Ouais, j'imagine, oui, tout à fait. Tant tu disais que ça faisait partie intégrante de l'ADN de l'équipe. Donc ça veut dire que vous l'utilisez depuis un certain nombre d'années ou de mois. Et depuis combien de temps alors du coup vous l'utilisez? Je suis rentrée à la Société Générale il y a 7 ans et on l'a fait il y a 6 ans. On a commencé il y a 6 ans. D'accord, ok. Ah oui, donc c'est quasiment tout de suite après, quoi. Oui, ça a été assez rapide. Ouais, j'ai eu l'opportunité et puis c'est vrai que le premier alternant que j'ai recruté au sein de notre équipe, c'était Mathieu Haro et tout de suite on s'est bien entendu sur l'atelier d'impro. Donc du coup c'est vrai que, les choses se sont très bien enchaînées, très vite et très bien. D'accord, ok. Et pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu peux m'expliquer comment se déroule un atelier d'improvisation alors? Oui. Alors, je vais essayer d'être claire parce que sur le papier, c'est simple. Puis en fait, dans les faits, c'est pas si simple que ça. D'accord. Donc, un atelier d'improvisation, ça dure entre 1h30 et 2 heures. C'est le maximum. Plus, c'est trop. Ça donne le temps de faire environ 4 à 5 improvisations, mais pas plus. Alors, quand je te disais qu'on avait on avait un peu tordu le cou à l'improvisation, c'est vrai, c'est qu'en improvisation, normalement, rien n'est écrit et tout est automatique. L'arbitre sort un sujet, on a 2 minutes pour se préparer et on va jouer. Là, c'est différent, c'est-à-dire que on tire pas un sujet, c'est-à-dire qu'on impose une situation. Comme dans la vie réelle, quand on rentre en meeting, on n'a pas toujours choisi une situation et pourtant on la vit. Donc on a choisi de faire ça comme ça. Les improvisations, c'est des improvisations comportementales, mais pas des improvisations de situation parce que tout est écrit à l'avance. La situation est écrit, les rôles des acteurs en dehors de l'acteur l'UX designer est écrit. Je vais t'expliquer ça. D'accord. Donc pour chaque improvisation, on a besoin de 3 acteurs. Nous, on les a répartis selon les standards d'une équipe projet à la Société Générale, c'est-à-dire qu'on a un UX designer, un développeur, un product owner. D'accord. C'est ce type d'improvisation pour une situation. Ça reste. Là, tu es en train de nous décrire une improvisation au sein de la team design. Au sein de la team design, mais c'est aussi comme ça qu'on le porte quand on fait quand on va dans des conférences. D'accord. 3 acteurs. D'accord. On a une improvisation en particulier où on a 4 acteurs. D'accord. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui improvise réellement. C'est l'UX designer. Le rôle du développeur et du product owner sont déjà écrits.
Tout simplement parce que, je le rappelle, le but de nos ateliers, c'est de faire travailler l'intelligence émotionnelle. Donc il faut que le développeur et le product owner sachent quels sont les biais que eux ils ont et donnent des clés comportementaux et au niveau du verbatim à l'UX designer qui est censé recevoir tout ça pour pouvoir adapter son comportement. Ouais, d'accord. Et ses arguments. Donc, ce qui se passe en réalité, c'est on demande à l'assistance qui veut bien jouer, parce qu'on n'impose pas aux gens de jouer. On a 3 acteurs. Il y en a un qui décide d'être UX designer, les 2 autres se partagent les rôles. Chacun sort de la salle accompagné d'un coach. Et chaque coach explique à chaque acteur la situation et ce qu'il est censé jouer. L'UX designer, lui, on va lui expliquer la situation partielle, la situation superficielle. Comme chacun de nous quand il rentre en meeting. Donc je vais te donner un exemple. C'est le premier meeting avec cette équipe, elle est très motivée, tu as déjà travaillé avec le développeur sur un autre projet, toute l'équipe projet va faire connaissance et le product owner va te présenter le contexte du projet. Point. C'est tout. On lui donne une carte sur laquelle il a le résumé de la situation telle qu'on lui a présentée et quelques clés auxquelles il va pouvoir se référer pendant l'impro s'il s'en sort pas. Et il a également, on lui donne une carte qui est l'appel à un ami, parce qu'à tout moment, il peut arrêter l'improvisation pour demander à l'audience son aide. D'accord. De leur côté, le développeur et le product owner, eux, ils vont avoir la présentation profonde de la situation. Et on va leur donner aussi des éléments de contexte aussi sur le type de personnages qu'ils sont. Donc par exemple, le développeur est ultra motivé parce qu'il y a une promotion à la clé si le projet sort dans les temps, ou c'est le premier emploi du product owner et il est ultra stressé parce qu'il subit beaucoup de pression de sa hiérarchie. D'accord. On leur demande de le faire ressentir ou de le dire. À un moment dans l'impro que je te définis, par exemple, il y a le développeur qui va dire moi là, si le projet sort, pour moi je suis le roi du pétrole, quelque chose comme ça. Ou le product owner, il va falloir qu'il ait des tics, tu vois, typiquement avec un crayon où il va faire des tac 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 tac, ce qu'on déteste tous. Et il va falloir qu'il fasse ressentir, oui non mais là, moi mon chef il m'a dit qu'il faut faire ça, donc on va faire ça. Enfin, faut vraiment que ça se ressente, parce que sinon, l'UX designer, en termes d'intelligence émotionnelle, il va pas pouvoir ressentir ou comprendre grand-chose de la situation. Donc il va sortir des arguments un peu bateaux, mais qui vont pas obligatoirement avoir l'écho nécessaire pour que la situation avance. Ouais, l'improvisation risque de ne pas fonctionner, quoi, en fait. Exactement. Mais généralement, vu que on accentue, on appuie vraiment là-dessus. Ça a été assez rare, les impros qu'on pas où justement, ces arguments-là sont pas ressortis et en fait, on n'a jamais eu vraiment d'impro bloqué. Donc une fois, le coaching va prendre 3 ou 4 minutes quand même. Donc pendant ce temps-là, il y a un animateur qui explique la situation profonde à l'audience. L'audience a des petits carnets déjà tout préparés où on leur demande de réfléchir s'ils ont déjà connu la situation, à quels arguments ils ont utilisés, comment ils l'ont débloqué la situation, ou s'ils ne l'ont pas rencontré, comment ils feraient. D'accord. Les acteurs reviennent dans la pièce et ils jouent l'improvisation. L'improvisation va durer 4 minutes. D'accord. À la fin de l'improvisation, on va demander aux acteurs ce qu'ils ont ressenti. Vraiment, en fait, on fait le débrief après meeting. C'est comment tu as ressenti la situation, est-ce que tu penses que tu as utilisé les bons arguments, vous les autres acteurs, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a étonné, quels arguments vous attendiez à entendre que vous n'avez pas entendu, des choses comme ça. Puis ensuite, on va ouvrir la conversation avec le reste de l'audience, où on va reprendre les bonnes pratiques des uns et des autres. Chacun va partager ses retours. Et puis nous, on a préparé aussi des clés pour sortir de ces situations-là et expliquer quelles sont les bonnes pratiques ou les bons arguments qui vont faire mouche dans ce contexte-là. D'accord. Ok. Et
Ensuite, l'improvisation au bout des 4 minutes, ça se termine comment en fait? En fait, ça se passe vraiment comme un match d'improvisation. C'est-à-dire que quand les acteurs rentrent, il y a un clap de début et il y a un clap de fin D'accord. où on leur fait signe qu'il leur reste 1 minute. Puis ensuite, on leur fait signe qu'il leur reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 secondes. D'accord, ok. Est-ce que dans les ateliers que vous pratiquez au sein de SG, est-ce que tous les sujets peuvent être traités? Moi, je pense que oui. Alors, faut pas oublier que la règle de base de l'impro, c'est d'accepter une situation. Alors dans l'impro, que ce soit dans l'impro, nos ateliers d'impro ou dans l'improvisation traditionnelle, la règle basique, c'est que le non est interdit. On ne peut pas refuser une situation. Et la seconde règle, c'est qu'il faut toujours être dans la bienveillance. Dans ce cadre-là, je pense que tous les sujets peuvent être traités. Après, dans l'improvisation traditionnelle, il y a certains sujets qui ne peuvent pas être abordés. Typiquement, on ne peut pas faire l'apologie de crimes contre l'humanité ou on ne peut pas défendre de prise de position politique. Si on le fait en improvisation traditionnelle, on se prend un blâme. D'accord. Là, dans notre contexte, nous, les situations, elles sont déjà écrites. Et on est vraiment dans un contexte professionnel à travailler notre position et asseoir notre position en tant que UX designer et accompagner au mieux un projet. Donc pour sortir, pour parler juste de ce dont je parlais avant, je pense que ça, on n'arrivera jamais là-dessus. Mais je pense que typiquement, si un jour on me demande de créer on en a parlé d'ailleurs avec Hexagone UX, de créer des situations d'impro où on parle du positionnement de la femme, par exemple, en tant que UX designer, ou travailler sur des communautés au sein de l'UX design. Je pense que tout peut être abordé, oui. Parce que de toute manière, c'est la règle de base, c'est être dans la bienveillance. Et moi qui suis animatrice généralement de nos ateliers, je suis là aussi pour veiller au cadre. Donc si je sens que l'improvisation commence à dévier, ce sera mon rôle en tant qu'animatrice d'arrêter l'improvisation. Mais on n'a jamais été amené à le faire. Là encore, je vais revenir quand même sur ce que je disais d'entrée sur l'intelligence émotionnelle et les soft skills des UX designers. Je pense que c'est vraiment pas dans l'ADN des UX designers d'être des trolls. Donc je ne vois pas devoir refuser un sujet tout simplement. D'accord, ok. Et tu parlais d'ateliers, de préparation d'ateliers. Aujourd'hui, combien d'ateliers il existe ou vous avez mis en place parce que tout à l'heure tu parlais qu'il y avait différentes formules et je voulais savoir combien t'en avez créé aujourd'hui, s'il y en avait 1, 2, 3 ou 4 ou plusieurs. À l'heure actuelle, on en a au moins une par an, donc on doit en avoir 6, mais qu'on a fait jouer qu'en interne. Il y a qu'un seul atelier. C'est le premier qu'on a joué, qu'on fait jouer maintenant en conférence. D'accord. Mais potentiellement, on en a 6. D'accord, ok. Ah oui, donc c'est quand même pas mal. Ouais. Est-ce que tout le monde peut y participer et est-ce que tout le monde peut aussi en organiser ? Je pense que tout le monde peut y participer, oui. Tout le monde doit y participer, j'ai même envie de dire. Et tout le monde peut en organiser. Par contre, il faut avoir conscience que c'est une organisation qui demande pas mal de temps. Et si j'ai un conseil à donner, c'est ne jamais le faire seul. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, je n'ai cité que Mathieu, mais en fait, la réalité, c'est qu'on est bien plus nombreux que ça à organiser les ateliers d'impro. En fait, le premier atelier, on l'a organisé à 2. Et puis,
en fait, petit à petit, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Je pense notamment, Mathieu et moi, on l'avait fait en mode un peu désorganisé. On était très contents de notre idée, mais on avait besoin peut-être que quelqu'un apporte un peu de structure à notre atelier. Et ça a été fait avec la présence de Camille Legac, qui elle vient du théâtre classique et qui est venue nous rejoindre et qui est quelqu'un d'extrêmement organisé dans la vie de tous les jours. D'accord. Et elle nous a apporté beaucoup de structure. Morgane Peng aussi fait partie de l'équipe. Bon, qu'elle le veuille ou non, c'est vrai que je lui demande pas du tout son avis, mais elle est tellement bonne en débrief que dans tous les cas, en fait, qu'elle le veuille ou non, elle fait partie du truc. D'accord. Parce que elle a vraiment elle est extrêmement pédagogue et elle a cette capacité à expliquer les choses simplement. D'accord. Donc c'est vraiment un plus pour nous. Donc Morgane, on l'implique toujours quand on est en train d'écrire en fait la manière dont nous on fonctionne, c'est que d'abord on fait des brainstorming où on sort toutes les idées qu'on peut avoir, qu'on a déjà vécues. Et pour ça, je fais souvent appel à Camilla Djegroch, que j'ai déjà citée, avec qui je travaillais précédemment et qui nous a rejoint à la Société Générale, qui a autant d'expérience que moi, donc elle a autant de bonnes et mauvaises expériences que moi. Donc déjà, nous deux, on a pas mal d'idées de situations d'impro. Donc une fois qu'on a fait ce brainstorming et qu'on a listé toutes nos idées, moi j'écris un petit pitch sur chacune des idées, un petit pitch de situation. On demande son avis à Morgane, qui du coup est complètement fraîche sur les situations et qui nous dit ah non, celle-là à mon avis elle va être tordante, celle-là je la sens moins. On en sort, vu qu'on a un maximum de 5 situations qu'on réussit à jouer par session d'impro, on en sélectionne 6 à 8. Donc moi, j'ai toujours du backup de situations dans tous les cas. D'accord. Et ensuite, là, on est vraiment sur du travail d'équipe. C'est-à-dire que j'écris les situations personnage par personnage. Ensuite, j'ai Camilla et Camille qui me relisent. Qui corrige les fautes d'orthographe, les fautes d'anglais quand on le fait en anglais, parce que quand on le fait pour l'équipe, on rédige tout en anglais. Ouais, d'accord. Quand on le fait en conférence, selon le pays dans lequel on intervient, c'est soit en anglais, soit en français. D'accord. Ensuite, on doit faire les cartes. On doit préparer nos cartes pour impression. Donc ça, généralement, c'est Vincent Manzoni qui s'en occupe, qui lui joue généralement le rôle de coach pendant nos impros. Vos sessions, ouais. Ou sinon, on a aussi David Tremolada ou Yae Jin Young qui interviennent au même titre que Vincent dans du coaching et dans de la préparation d'ateliers. D'accord. Donc... Et ensuite, on imprime tout ça et ensuite, on s'exerce. D'accord. On s'exerce sur le coaching et sur la présentation. Puis ensuite, on fait jouer. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est spécialisé peut-être un peu plus sur la partie coaching ou qui aurait des compétences psychologiques ou choses comme ça pour aider les gens qui seraient un peu plus en recherche de solutions? Alors ça, c'est pas le rôle dans le coaching de donner des solutions. Parce que c'est vraiment l'après, c'est au niveau du débrief. Et pour ça, on a Morgane. D'accord, ok. Alors, tu parlais que dans votre équipe, il y avait une personne qui s'appelle donc Camille Legac, qui vient du théâtre classique. Pour faire de l'impro, est-ce qu'il est nécessaire de venir du théâtre ou c'est absolument pas nécessaire? C'est pas nécessaire. Alors obligatoirement, les personnes qui ont déjà fait du théâtre ou de l'impro vont être plus à l'aise. En général, c'est les premières qui acceptent de faire la première situation et qui acceptent de jouer les premières. D'accord. Mais ça veut pas dire que ça va être les meilleures. Parce que la différence entre un théâtreux et un non-théâtreux, c'est qu'un théâtreux, il va vouloir faire rire l'audience. Il va vouloir aussi être complètement dans son personnage. D'accord. Là où un non-théâtreux, il va être plus concentré sur son rôle en tant que UX designer. D'accord. Okay. Et d'ailleurs, on a souvent les théâtreux qui font la première impro.
et qui ensuite veulent faire la dernière impro parce qu'entre-temps, ils sont plus passés dans le mode ils sont passés du mode spectacle au mode ok, là je vais travailler mes arguments professionnels. D'accord, ok. Donc en fait, ça veut rien dire. Par contre, ce qui est super, c'est d'avoir des personnes qui sont théâtreuses pour jouer des personnages qui sont pas la personne qui improvise. Ça peut être assez énorme. En l'occurrence, à la Flupa, on a eu une personne qui nous a fait un big boss emblématique. J'imagine bien la scène. Est-ce que là tu le disais qu'il y avait des personnes qui étaient théâtreux, qui étaient peut-être meilleurs que d'autres pour jouer d'autres rôles, mais au sein d'une équipe, d'une team design, est-ce que il y a des profils qui sont meilleurs que d'autres en impro? Je sais pas, par exemple. Des gens qui sont peut-être plus seniors dans leur métier que d'autres. Est-ce qu'il y a des gens qui s'affirment beaucoup plus, qui ont une expertise plus élevée en improvisation? Je pense que des personnes qui ont comme toi et moi 20 ans d'expérience, on sait que chaque réunion est une séance de théâtre d'impro. Donc je pense que on a moins de difficultés. C'est vrai que tu vois, moi, à titre personnel, quand on fait de l'impro, j'ai plus tendance à choisir d'être dans un personnage déjà briefé qu'en improvisation, parce que j'ai plus envie que ça serve d'outil à des personnes plus jeunes. Mais ça pourrait être intéressant que je me mette un petit peu plus au défi et que je me mette plus dans la situation de la personne qui improvise. Parce que c'est facile de donner des leçons à tout le monde. Hein. Mais je pense que tout est bon à jouer, vraiment. Et je pense que souvent les personnes plus jeunes, ça je vais pas y aller, mais j'ai pas les compétences, mais je sais pas. Et en fait découvrent que des personnes qui ont des années d'expérience peuvent être tout aussi perdues qu'elles. Alors je sais pas si c'est rassurant pour elles, mais enfin. Voilà, de toute façon, on est sur un métier où il y a tout le temps des nouveaux usages, il y a tout le temps des nouvelles choses, il y a tout le temps des nouveaux métiers, il y a tout le temps des nouvelles approches. Donc, on ne cesse jamais d'apprendre. Donc, l'un dans l'autre, à un moment, même en tant que senior, on peut se retrouver avec le même niveau d'expertise que quelqu'un de plus junior, ou au contraire, moi, je me retrouve en tant que senior face à des personnes moins expérimentés, mais qui ont abordé des sujets dans leur formation que moi je n'ai jamais abordé ni dans ma vie professionnelle ni dans mes formations. Donc j'apprends énormément d'eux aussi. Donc l'un dans l'autre, en impro, mais comme dans la vie de tous les jours, on est vraiment sur un cercle vertueux d'apprentissage. Je pense vraiment pas qu'il y ait... Voilà, nous seniors, on a peut-être un peu plus de gens-foutisme où on va moins se mettre la pression, surtout sur des exercices d'impro. Donc on va plus s'amuser. Mais ça veut pas dire qu'on va être meilleur. D'accord. Ok. Est-ce que durant ces ateliers, tout à l'heure t'en parlais un petit peu, mais est-ce que vous avez rencontré ou tu as rencontré des situations qui étaient complètement bloquées ou des personnes qui étaient bloquées? Alors des personnes qui étaient bloquées, on n'en a jamais eu. On a souvent des personnes timides qui viennent pour observer et puis qui finalement se débloquent vers l'avant-dernière ou la dernière impro où on leur dit là c'est votre dernière occasion parce qu'après c'est fini. Mais voilà, faut leur laisser le temps de prendre confiance, de vérifier qu'elles sont vraiment dans un espace bienveillant, qu'il n'y a pas de jugement, etc. On n'a jamais eu d'impro bloqué, aussi parce qu'on a cette carte appel à un ami où les gens peuvent arrêter l'impro, mais ça nous est arrivé qu'une seule fois que l'impro soit arrêtée. D'accord. Et la personne d'elle-même a dit « Oh, en fait, j'aurais pas dû. » Bon, bref. Mais de toute manière, cette carte est là pour ça. On a eu une fois une situation qui a été complètement bloquée. Et ça, en fait, personne n'aurait pu le savoir. C'est que on a fait jouer. En fait, c'était lors d'une conférence. On a quelqu'un qui a voulu jouer
le rôle de l'UX designer. Et en l'occurrence, on faisait jouer une situation où il y avait énormément de pression sur les plannings, etc. Et quand on a briefé la personne, on a vu qu'elle avait un petit sourire, mais bon, bref. Et puis en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est que on faisait jouer la situation à cette personne, situation qui avait mené cette personne à un burn-out, mais un vrai. Oh la vache. Ah ouais, dur. Et donc en fait, la situation n'a pas avancé, on n'a pas pu la débloquer parce qu'en fait cette personne a enfin pu dire tout ce qu'elle avait voulu dire à l'époque. Donc ça a eu un vrai effet cathartique pour elle. Ça n'a pas été extrêmement constructif, mais ça lui a fait du bien. Peut-être qu'un jour on fera jouer l'impro sur des situations bien ciblées comme ça, à des personnes qui ont besoin de revivre la situation, mais c'est la seule situation dans laquelle on s'est retrouvé bloqué. D'accord. Et il y a une question qui m'intéresse, c'est à quel moment une personne timide se jette en fait dans le bain. Et tu disais que l'improvisation, les ateliers d'improvisation ne sont pas obligatoires, on peut être simple spectateur. Et à quel moment en fait tu passes de je regarde, je suis spectateur sur mon banc ou sur ma chaise à allez, j'y vais, je me lance sur la scène ou au milieu des autres. Participe à l'évolution du podcast. Participe aux enregistrements avec les invités. Propose et viens poser tes questions. Découvre la roadmap du podcast. Suggère des invités. Écoute les nouveaux épisodes en avant-première. Viens poser toutes tes questions sur le podcast dans la section AMA. Tout ceci et bien plus encore est disponible dans les abonnements Super Premium et Maxi Premium. Pour en profiter, clique sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode pour t'abonner maintenant. Alors parfois on peut inciter fortement la personne en disant « Allez, on voit que tu as envie, allez, vas-y. » Je suis pas très forte pour ça. Morgane est plus forte, elle sait vraiment mettre les gens en confiance. Et puis la plupart du temps, en fait, c'est juste... Moi, je préviens en tant qu'animatrice, je dis attention, on arrive vers la fin de notre séance. Il reste 2 impros. Pour ceux qui n'osaient pas y aller, c'est le moment. Et vous n'êtes pas obligé de jouer que l'UX designer. Vous pouvez jouer des choses qui sont plus relax. J'ai jamais vraiment besoin de relancer les gens. D'accord. Mais ce qui fait que les gens se décoincent et que les personnes timides se jettent à l'eau, c'est qu'en fait on rit énormément. Dans les ateliers d'impro, personne ne se prend au sérieux. Il n'y a pas de jugement sur la qualité de jeu. Ça, c'est très important. Et ça fait partie des règles qu'on liste au début de l'atelier d'impro. C'est qu'il y a des règles de comportement à suivre. Ne jamais dire non, ne pas se moquer, ne pas s'auto-juger, ne pas juger les autres. Une fois qu'on voit que c'est vraiment un art de vivre au sein de nos ateliers d'impro, ça décoince. D'accord, ok. Et alors, à la sortie de ces ateliers ou au début, c'est quoi en fait le plus important dans ces ateliers ? C'est de ne pas se prendre au sérieux, j'ai envie de dire. Non, mais d'avoir envie de bien faire, mais de pas se mettre la pression, de pas se prendre au sérieux. Enfin, c'est à ça qui servent ces ateliers d'impro. Hein. On n'est pas en situation réelle et on se prend pas des balles réelles. Donc, alors, ces ateliers d'impro ont plusieurs bénéfices. Ils ont le bénéfice d'être une formation et d'être formateur, parce qu'on en sort avec des clés. Il y a aussi un bénéfice, c'est on rit énormément, donc ça nous fait du bien. Et il y a aussi un vrai effet cathartique. C'est-à-dire que quand on veut pas jouer l'UX designer, on peut jouer les autres personnages qui sont généralement des personnes qu'on a rencontrées dans la vie professionnelle, qui nous ont particulièrement agacés. Et il n'y a pas d'impro qui soit meilleur que quand on tire les traits de nos personnages au maximum. C'est-à-dire que quand on est dans on est vraiment dans la caricature ou Dans la caricature, merci. Quand on est dans la caricature,
vraiment c'est génial quoi. C'est là qu'on rit le plus. C'est là que ça nous fait le plus de bien aussi, parce que ni vu ni connu, quand on va jouer le rôle d'un PO ou d'un développeur qui nous a bien cassé les pieds lors d'un projet, mais qu'on va avoir la nécessité de mettre en exergue tous les biais cognitifs ou tous les biais de jugement ou tous les biais de pression, que ce soit de la pression de planning ou de la pression hiérarchique, bah, quand on va les retrouver sur un projet après, on va plus les juger du même œil. Parce que on va un petit peu plus comprendre ce qu'ils vivent. Et quand bien même on est vraiment poussé la caricature au possible, bah, on aura un petit peu mieux compris ce qu'ils veulent, ce qu'ils vivent. Donc, en termes d'intelligence émotionnelle et d'effet cathartique, on est sur plusieurs bénéfices. Le bénéfice de réussir à lire entre les lignes d'un comportement pour l'UX designer, et aussi de faire l'exercice de s'être mis dans la peau de l'autre pour comprendre ce qu'il ressent et savoir le détecter la fois suivante. Ouais, j'imagine que c'est intéressant effectivement, parce que comme tu dis, de te mettre dans la peau de l'autre, d'abord pour tirer les traits exagérés de cette caricature, pour ensuite mieux le comprendre ou essayer de mieux le comprendre. Effectivement, c'est une démarche très très différente et intéressante, et certainement très bénéfique. Est-ce que t'as un Rex ou un exemple d'atelier avec l'effet cathartique justement que tu citais à l'instant? Je vais te parler. Je vais te parler de ce personnage emblématique du Big Boss, parce que c'était tellement bon. En fait, dans notre atelier, on a une impro qui se joue à 4. D'accord. C'est la seule. En général, on l'a fait jouer en dernier parce que comme ça, toutes les personnes qui n'ont pas pu monter sur scène, on a une petite place en bonus, quoi. Et là, c'était à la Flupa UXD, on avait pas mal de gens, pas mal d'UX designers qui faisaient de l'impro en plus. D'accord. C'était Flupa 2022. Et donc, on a une situation où on a une équipe projet qui s'entend bien. Tu vois, et qui est sur la fin d'un projet, qui est en train de se dire, voilà, c'est bon, on est en train de valider les protos. Et puis à un moment, tu as le big boss qui arrive et qui doit couper la situation en faisant ouais, c'est bien, mais en fait, on a changé d'avis, là je sors du board, on va plutôt faire autre chose. L'horreur. L'horreur, mais on l'a tous connu. Oui. Même si l'équipe projet s'entend bien, ce que l'UX designer ne sait pas, c'est que le PO, lui, c'est bientôt son entretien de fin d'année. Et que son manager, c'est le big boss. D'accord. Et que il a bien l'intention de négocier sa promotion quand même. Et donc là, il va y avoir, normalement, dans l'impro, il y a un petit changement où le PO doit aller dans le sens du big boss. Et là, on voit comment le développeur et l'UX designer retournent la situation. D'accord. Et s'ils réussissent à la retourner. Mais dans ce cas-là, on a eu un big boss. Écoute, je crois il était mais tellement bon. Il coupait la parole, il sortait son portable à n'importe quel moment. Il a vraiment joué tout ce qu'on a tous rencontré à un moment dans notre vie, mais en accumulant plusieurs personnages en un seul. Et je crois que j'ai jamais vu une audience rire autant. Et je crois qu'on en est tous sortis en se disant « Ah, mais en fait, il n'y a pas que nous qui rencontrons des personnages comme ça. » Et en l'occurrence, en plus, l'impro a été super bien faite, c'est-à-dire que effectivement, il y a eu ce revirement du PO vers le big boss. Et puis en fait, il y a eu un accord non verbal qui a été créé entre le développeur et l'UX designer, qui ont retourné la situation et qui ont remis le PO dans leur poche. Enfin, c'était vraiment une impro super. Et là, on a eu un vrai effet cathartique de tout le monde, parce que en 4 minutes, on est passé par toutes les émotions.
donc qui était due à un personnage, mais aussi qui a été due à une bonne complicité entre les acteurs, qui a permis de retourner une situation et de montrer qu'en fait, il y a pas, c'est pas parce qu'il y a un boss que il y a pas de bon sens. Et que même la personne la plus détestable, avec un peu de bon sens, tu peux parvenir à tes fins. Ça, c'était vraiment une très très bonne impro. D'accord, un vrai vaudeville quoi en fait. Ah oui, oui. On a ri, on a pleuré, on a applaudi, c'était génial. J'aimerais savoir quels sont aujourd'hui ou d'habitude les feedbacks des ateliers que vous avez. Alors c'est un peu difficile de faire du retour utilisateur sur les ateliers d'impro parce que en plus en général on les prend à chaud. D'accord. Les gens sont assez galvanisés. Donc on a généralement des retours super positifs. Mais néanmoins, là, on a eu pas mal de nouveaux dans notre équipe design à la Société Générale. Et le dernier atelier d'impro, j'ai eu quelques retours intéressants qui, je pense, vont pas mal nous aider à nous améliorer. Par exemple, on m'a dit que dans les situations qu'on joue, on place toujours le designer dans la situation où il a raison. D'accord. Ah, ok. Eh ouais. J'avais jamais pensé à mettre le UX designer dans une situation où en fait il a tort. D'accord. Mais et ça c'est quelque chose d'inné entre guillemets. C'était non voulu. Je l'avais jamais réfléchi, je t'avoue. Peut-être. Pourtant, je suis pas du genre à considérer que j'ai toujours raison, mais j'étais, je pense, tellement concentrée sur toutes les situations d'impro qu'on a créées à me dire qu'on était là pour former l'UX designer sur son positionnement, sur ses pratiques, sur son attention, sur les biais cognitifs, etc., que j'ai jamais songé qu'en fait, il pouvait avoir mal rédigé un email ou s'être laissé dépasser par ses émotions ou juste s'être planté dans le cadrage de son projet. J'ai jamais envisagé ça. Donc, je pense que c'est peut-être la prochaine étape. D'accord. Ok. Est-ce que donc ça fait partie des axes d'amélioration. Est-ce que il y a peut-être eu, est-ce que vous êtes en construisant ces ateliers ou ces ateliers d'impro, est-ce qu'il y a eu d'autres erreurs? Alors des erreurs, je dirais pas. De toute façon, le mot erreur, ça va pas avec improvisation. Il y a jamais de mauvaise improvisation. Il y a juste pas obligatoirement la bonne improvisation au bon moment. Mais oui. Alors on s'est beaucoup professionnalisé parce qu'au départ, on distribuait des bouts de papier, on répétait pas obligatoirement avant de faire jouer les ateliers d'impro. Maintenant, on a mis en place un process avec du étape par étape pour vérifier qu'il n'y ait pas de coquilles, que on n'ait pas deux types de personnages qui ont rien à faire dans la même improvisation, des choses comme ça. On a beaucoup amélioré notre manière d'animer nos ateliers. De toute façon, en fait, c'est simple. À chaque atelier, on s'améliore. Mais vraiment, on a adapté les processus d'amélioration de nos ateliers à nos méthodologies en tant que UX designer. Où on se remet toujours en question, on écoute toutes les mêmes infimes remarques pour toujours s'améliorer. Il y a un truc qu'on nous a pas dit, mais on l'a observé nous-mêmes, c'est que là, on a fait jouer tout le temps le même atelier dans toutes les conférences dans lesquelles on est intervenu. Et on se rend compte qu'il faut qu'on arrête et qu'on en fasse jouer un nouveau. Parce que nous, on perd de notre fraîcheur et de notre spontanéité. Et typiquement, tout à l'heure, je te parlais de cette super impro avec le Big Boss. Sur cette impro-là particulièrement, on s'est rendu compte qu'en fait, on le biaisait complètement maintenant quand on coach parce qu'on a tellement aimé cette impro qu'on veut la revivre, on veut la faire rejouer. Sauf qu'en fait, c'est complètement antinomique avec l'improvisation. Déjà, rejouer plusieurs fois la même chose, c'est pas de l'improvisation. Donc,
je pense que ça, c'est notre plus grosse erreur, c'est de s'être trop répété en 2022, parce en 2022, on a fait beaucoup jouer notre atelier d'impro, et de pas se rendre compte que nous, on perdait de la fraîcheur. D'accord, ok. Avec ce recul des 6 ans, qu'est-ce que tu retires aujourd'hui de cette expérience, que ça soit sur le plan personnel lié au monde professionnel, mais aussi au sein de l'équipe? Je retire énormément de choses du théâtre d'impro. Alors, déjà, être soi-même au travail et apporter ses passions au travail, ça peut être intéressant. Bon, après, ça dépend de la passion, hein. Si évidemment, si ta passion Mhm. c'est faire de la trompette, ça peut être compliqué de ramener ça dans le monde de l'UX design, mais tu vois, je pense que toute passion peut apporter du moment qu'elle est orientée vers le fait de s'améliorer. Moi, j'avais jamais envisagé, enfin, tu sais, c'était un peu, tu vois, on a tous nos passions honteuses, et clairement, Mhm. obliger mes copains à jouer des pièces de théâtre que je leur écris, ça faisait plus partie de mes passions honteuses que des choses que j'affichais sur mon CV. Mais écoute, je pense que j'ai bien fait de m'écouter là-dessus. L'autre chose que j'en retire, c'est que je suis plutôt du genre à trop réfléchir et à faire les choses que quand je suis 100% sûre de moi, en mode il faut que je sois absolument rassurée et assurée que ce que je fais va être parfait, en mode ceinture bretelle Mhm. et parachute. L'impro, c'est le premier truc que j'ai fait vraiment sans surinterpréter ou euh, sans trop penser à la chose et sans vouloir le faire trop sérieusement. Et c'est l'une des choses dont je suis les plus fière et qui a le mieux, enfin pas qui a le mieux réussi, j'ai d'autres fiertés dans ma vie professionnelle, Mhm. mais quand même, c'est vraiment quelque chose qui sort complètement des clous et que tu sais, à 18 ans, je disais pas, je vais faire du théâtre d'impro au sein de mon équipe, ça va être super. C'est vraiment un truc qui est sorti comme ça, quoi. Et ça, c'est Mhm. vraiment chouette. Moi, j'ai toujours été persuadée qu'on était un bon professionnel quand on avait un bon équilibre vie pro, vie perso, qu'on avait des passions fortes à côté et une vie personnelle riche. Et je pense que je vais rajouter que voilà, il est vraiment bon de ramener sa passion quand on le peut et de s'amuser. Parce que c'est pour ça qu'on l'a fait dans un premier temps avec Mathieu, Camille, Morgane, Camilla, Vincent, David et Yaedjin, je crois que j'ai cité tout le monde, c'est que on l'a fait pour s'amuser. Et en fait, on s'est rendu compte ensuite de la portée que ça avait. Ok, d'accord, c'est intéressant. Est-ce que ce serait peut-être intéressant d'aborder la question des formations sur ces ateliers d'improvisation? Donc, est-ce qu'il existe des formations euh, ou des kits ou je sais pas des choses comme ça qui peuvent être téléchargées, ou est-ce que vous donnez des formations? Alors, on ne donne pas de formation dans le sens de la formation telle qu'on l'entend. D'accord. Par contre, on a écrit 3 articles sur notre Medium. Donc c'est sur Medium. Il faut taper Société Générale Design. Et là, il y a plusieurs articles qui sont écrits par notre équipe. Et en l'occurrence, il y a 3 articles qui sont donc en français et en anglais. En anglais, c'est Improv to Improve. D'accord. Et on a fait 3 articles pour expliquer que le premier article, c'est déjà pourquoi on l'a fait. Le deuxième article, c'est comment on l'organise. D'accord, super. Et le troisième article, c'est comment le faire vous-même. D'accord. C'est un petit cookbook, quoi, un petit livre de recettes. Par contre, souvent quand on a organisé des ateliers dans des conférences, Hmm. on a des gens qui en sortent en disant j'aimerais bien faire ça avec mon équipe, comment je peux le faire, ou qui me contactent directement via LinkedIn pour me demander si j'ai pas un kit tout prêt.
Alors pour l'instant, on le faisait pas, mais vu qu'on a décidé que maintenant on allait changer de sujet la prochaine fois qu'on ferait jouer notre atelier, on s'est dit que ce serait bien qu'on ait un kit téléchargeable. Et on a prévu de le faire cette année. Donc voilà, dans les semaines à venir, suivez-nous sur LinkedIn. Parce que dans les semaines à venir, on va publier quelque chose. D'accord, ok. Alors donc ça c'est plus à destination des équipes ou des individus qui travaillent dans les teams design dans les sociétés. Est-ce que il y a des formations de prévues qui sont dirigées vers des écoles ou même des équipes d'adultes au sein des sociétés? Bah écoute, vu que on improvise tout sur ces ateliers d'improvisation, on peut tout envisager. Pour l'instant, rien n'est prévu. Dans les écoles, on n'a pas été contacté pour ça, et pour les équipes de design dans les autres entreprises, toutes les personnes peuvent nous contacter en direct, et quand on peut, on les aide. Moi, je suis toujours disponible pour échanger sur le sujet. Bon, après, je suis pas disponible à merci, parce que bon, j'ai une famille et un travail, mais mais non, pour l'instant, rien n'était fait dans ce sens. Mais vu que depuis le départ, on n'a rien prévu et on attrape des opportunités, aucune porte n'est fermée. D'accord, ok. Donc maintenant nous arrivons sur la fin de l'interview, Marine, et j'aimerais un petit peu que tu donnes tu me fasses ta conclusion par rapport à ce sujet sur l'improvisation, s'il te plaît. Avec plaisir. Bon, je pense que ça fait quelques minutes, près d'une heure, que je parle du sujet. Donc je pense que tout le monde a compris à quel point, de mon point de vue, l'improvisation théâtrale au travail est un sujet passionnant. C'est un outil éducatif fort, particulièrement pour notre métier de designer. À terme, j'espère que cet atelier sera pris en main et réutilisé pour former non seulement des designers, mais aussi toutes les parties prenantes d'un projet, pour former tout le monde à un travail collaboratif et à cette intelligence émotionnelle dont je parle tellement. Mhm. Alors notre atelier actuel, il est focalisé sur l'intelligence émotionnelle, mais en pratiquant d'autres ateliers sur différents sujets, on s'est rendu compte que d'abord cette intelligence émotionnelle, elle intervient à tout moment du process de design, elle fait partie intégrante de l'ADN de notre métier. Mais au-delà des soft skills, le comportement socio-émotionnel doit être pris en compte par tout le monde. Pas seulement les designers, aussi les product owners, les développeurs. Comprendre ce qui motive le top management, ce qui stresse les parties prenantes, ce qui bloque un utilisateur, ça va souvent au-delà du projet que l'on mène. Et on doit prendre en compte tout cela pour mener proprement à terme le projet. Et je pense fondamentalement que comprendre les drivers de notre top management, comprendre les drivers des personnes autour de nous, ça nous aide tous et ça doit tous nous aider à choisir nos propres combats au sein d'un projet. Ok. Donc pour terminer l'interview, je voulais te poser la dernière question qui est donc si tu avais un seul conseil à donner à nos auditrices et auditeurs, quel serait ce conseil, Marine, s'il te plaît? Un seul, ça va être difficile. Je pense que tu as compris que j'étais pas quelqu'un de concis. Ouais, ça va peut-être finir en deux, on verra. Partez toujours du principe que les gens connaissent encore mal nos métiers et ne vous prenez pas trop au sérieux. Bah ça y est, j'en ai donné 2. Si les gens sont agressifs, c'est jamais contre vous, c'est jamais personnel. D'ailleurs, très clairement, le comportement des gens dans le milieu professionnel, il est jamais personnel. Il y a souvent d'autres raisons qui font que qui expliquent le comportement des gens, et c'est généralement autre chose que juste le fait que les gens ne vous apprécient pas. C'est même généralement pas ça. Euh,
Utilisez votre intelligence émotionnelle, interrogez les gens sur ce qu'ils attendent de vous, interrogez-les clairement sur ce qui les inquiète et vous verrez comment vous pouvez débloquer la situation. Eh bien, merci beaucoup Marine pour cette interview. C'était vraiment très intéressant. Et j'ai appris plein de choses de mon côté. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi Laurent. Merci pour. Je suis ravie d'avoir fait cette interview et j'espère que ça va donner l'envie à d'autres équipes design de faire de l'improvisation. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à Marine d'être passée dans Design Plus pour échanger avec moi sur ce sujet atypique. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de le partager autour de toi sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs. Tu peux aussi noter le podcast et écrire un commentaire sympa sur ta plateforme d'écoute pour partager ton avis avec les autres designers. Pour continuer à écouter le podcast, recevoir les notifications des nouveaux épisodes de la saison 10, alors n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. Aujourd'hui, vous êtes plus de 4000 abonnés à suivre Design Plus, alors merci, à bientôt, salut.